Salut. Regarde le restant de... Une salle de prière aussi petite que celle-ci est réservée pour les hommes et pour les femmes. Chez nous au Maroc, les femmes vont dans la mosquée et peuvent prier avec les hommes. Mais lorsque la salle de la prière est aussi petite, les premières rangées, ce sont celles des hommes et les rangées des femmes sont derrière celles des hommes. Mais lorsque la salle de la prière est assez grande, le premier étage est réservé aux femmes, ou bien la partie droite de la salle de la prière, ou bien la partie gauche sera réservée aux femmes, et elles sont séparées par la même structure en bois faite en moucharabia. Dans chaque mosquée, lorsque vous voyez ce mur-là, avec la niche, cette structure architecturale, c'est pour l'imam, la niche est toujours orientée vers la Mecque. Dans certains livres, ou bien dans certains articles, ou bien dans certains guides de voyage, on dit tourner à l'est. C'est faux. Il faut dire tourner vers la Mecque. Par rapport à la Mecque, c'est pas au Maroc, c'est juste de dire à l'est. Mais si on est par exemple au Yémen, il faut tourner vers la Mecque, et la Mecque sera au nord. Si on est en France, c'est au sud, est. Donc, pour être de prière, le imam récite des versets du Coran. Et toutes les prières qui correspondent à l'obscurité, c'est-à-dire l'aube, le coucher du soleil et la tombée de la nuit, le imam doit réciter le Coran à haute voix. Lorsque la salle de la prière est assez grande, autrefois, il y avait un phénomène acoustique. C'est, regardez, je vais me mettre ici et je vais essayer de vous parler. Et vous allez remarquer que le son de ma voix est amplifié. Alors c'était aussi, à cette époque, c'était pour le imam une façon de faire entendre sa voix très clairement. C'est la même technique qu'on a fait au kiosque musical de Méchoir du Bonheur. Là, cette mosquée, elle a un minaret, non pas celui-là, mais de ce côté-ci. Regardez, elle a été démolie, elle est juste derrière le triomphe, elle a été démolie par le tremblement de terre de Lichmont. Lorsqu'on va quitter la salle de la prière, vous allez voir que les mosquées ont toujours une forme de T, la lettre française. Voilà la barre, la première barre de la lettre, et l'axe, c'est en forme de T. Toutes les mosquées du monde sont en forme de T. Et chaque mosquée au Maroc, il y a un imam qui y travaille, c'est sa fonction, il fait les 7 prières quotidiennes, et il y a un monsieur qui fait l'appel à la prière, c'est sa fonction, c'est son métier. Ce n'est pas comme en Turquie ou bien en Égypte ou dans d'autres pays où ils font juste un tourne-disque ou bien une cassette et c'est enregistré. Et aussi, chaque mosquée maintenant dépend du ministère des Affaires religieuses. Comme vous savez, maintenant, la religion est sujet à plusieurs discussions, surtout les gens qui optent pour la violence, qui instrumentalise la religion pour des fins politiques. Maintenant, l'État au Maroc essaye de cerner le champ religieux et de l'encadrer pour ne pas qu'il y ait des fuites ici ou des débordements par là. Maintenant, mesdames, messieurs, on va sortir par là ou par là pour voir la tombe du sultan noir qui est enterré avec sa femme favorite et avec son fils Abou Hisham. Du temps ancien, c'était commun qu'un homme se marie avec plusieurs femmes. Et les femmes, toutes les femmes légitimes aux concubines étaient appelées par un nom en arabe, al-harim, le harem. Le harem, ça veut dire
l'ensemble des femmes légitimes ou concubines qu'un monsieur avait autrefois. Ce sultan noir est enterré avec sa femme favorite. Elle était une Anglaise. Elle était une Anglaise qui a été kidnappée par les pirates et qui a été donnée comme cadeau d'anniversaire à ce roi. Elle s'est reconvertie au islam et elle l'a épousé. Ils ont eu un enfant qui est enterré à côté d'eux. Mais à cause du tremblement de terre, voyez, cette salle de prière a perdu son plafond et aussi de son embellissement. C'est le même cas de mausolée du sultan noir. On peut sortir par les deux côtés. Alors, mesdames, messieurs, voilà le mausolée du sultan noir. Voilà. Il est enterré au milieu, sa femme anglaise à droite et son fils à gauche. Le fils a la petite tombe. On va voir la baraka. On aurait dû y aller à... Oui, il y en a, madame, il y en a. Mais pour les faire sortir, il faudrait jeter des œufs durs, du blanc d'œuf. Parce qu'il y a une légende. Il y a une légende que la mémoire collective a tissé autour de son bassin. Les anguilles sacrées sont supposées donner la fertilité aux femmes qui, après des années et des années de mariage, n'arrivent pas à tomber enceintes. Et la tradition veut que les femmes qui croient à cette légende, elles doivent amener avec elles des œufs durs. Et elles alimentent les anguilles sacrées par le blanc d'œuf et le jaune d'œuf, elles le donnent aux chats. Cela explique l'existence des chats ici. Et c'est la croyance populaire tissée dans les anguilles. Les Almohades, c'est une dynastie berbère, comme la dynastie mérinide, et les Almohades ont fondé la ville de Rabat au XIIe siècle. Vous avez une vue panoramique à votre droite sur le fleuve de Mouregreg. Ce fleuve-là, il prend sa source au Moyen Atlas. Il traverse une distance de 250 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique. À votre gauche, ce bâtiment tout neuf, c'est le ministère marocain des Affaires extérieures. L'ambassade de l'Algérie est à votre gauche. La représentation des Nations Unies à gauche. Et cette ville-là, avec ses bougainvilliers, c'est le consulat de France. Parce que l'ambassade de France se trouve juste à côté de l'hôtel Oblil où vous avez passé cette nuit. Et voilà l'ambassade américaine à gauche. À votre droite, maintenant, vous avez une vue d'ensemble sur la ville de Salé. La ville de Salé, la sœur jumelle de Rabat, située sur la rive nord du fleuve. Et en face de vous, à votre droite, apparaissent la tour Hassan et le mausolée de Mohammed V avec la coupole coiffée de tuiles vertes. Les deux monuments, nous allons les visiter dans quelques instants. Ce sera la troisième étape de notre tour de ville.